Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce numéro 33 de Carter et Piston. Nous sommes à Theux chez Hot Motorbike où nous allons bien sûr parler Triumph, bien sûr parler KTM, bien sûr aussi parler Gas-Gas, mais pas que. Voici le sommaire de l'émission. Je vous emmène du côté de Marseille pour y essayer la Yamaha MT-07 2021. La mécanique moto vous passionne, vous voulez en faire votre métier, le campus automobile de Francorchamps vous prépare à cette carrière. Champion de Belgique 2020 en inter, Maxime Maty nous fait découvrir sa discipline, le trial, et la nouvelle Gas-Gas TXT 300. Je vous emmène à Tenerife pour prendre un peu de soleil, mais surtout le pouls de la nouvelle KTM Super Adventure 1290S. Nous parlerons un peu de matériel avec un nouveau concept de casque. Enfin, notre ami Jean-Yves nous propose son deuxième épisode de ses bons conseils en assurance. Nous sommes donc à Theux chez Hot Motorbike où le patron Michel Hot nous accueille. Salut Michel. Bonjour Thierry, bienvenue à Theux. Merci. Tu vas bien? Très bien. Dis donc, superbe ton nouveau showroom. Oui, je pense qu'on a bien travaillé. Vous avez fait fort et pour ce nouveau showroom où tu vas travailler tes marques habituelles qui sont Triumph, KTM, tu vas aussi cette année accueillir une nouvelle marque qui est Gas-Gas. Pourquoi ce choix? En fait, la marque a été reprise par KTM. D'accord. Et ils nous ont proposé de faire la marque. Et en y réfléchissant, ce n'est pas un trop gros investissement puisque ce sont des KTM maintenant. Oui. Et ça nous donne un pied pour avoir une moto trial, quoi. Oui, tout à fait, qui reste quand même un marché confidentiel, mais qui s'ouvre quand même petit à petit. Oui, je pense parce que vu comme les enduristes sont traqués pour l'instant, il y a pas mal de clients qui viennent au trial parce qu'on sait jouer sur un petit terrain sans déranger les gens. Oui, c'est ça, on a besoin de moins d'espace. Exact. Et puis ça reste quand même une discipline phare de l'apprentissage de la conduite moto. Hein. Quand on fait du trial, franchement, on apprend à rouler. Hein. Je pense qu'un trialiste, il sait tout faire. Oui, tout à fait, c'est vrai, tu as raison. Et donc finalement, tu as un peu mis à profit, entre guillemets, cette période Covid-19 pour faire ces travaux. C'était prévu de longue date? Oui, tout à fait. Donc, c'était prévu il y a plus d'1 an. On avait décidé de faire les travaux fin d'année, évidemment, pour faire ça dans une période creuse. Et le Covid a fait qu'elle était vraiment creuse. Donc, pour nous, ça s'est bien mis. D'accord. On va un peu parler Triumph. Parce qu'il y a 3 nouveautés pour 2021. 3 principales nouveautés, on va dire. Il y a la Street Triple qui vient d'être dévoilée il y a une quinzaine de jours, notamment en première mondiale, on peut le dire pratiquement ici chez toi. Triumph avait fait l'honneur de dévoiler cette moto. Elle est déjà disponible? Pas encore. Elle va rentrer en concession d'ici un petit mois. D'accord. Les carnets de commandes se remplissent? Jusque-là, on n'a pas encore eu trop de commandes pour ce modèle, mais je pense que le public attend de l'avoir, de pouvoir l'essayer. Oui, je crois qu'en fait, il n'y a pas eu de test non plus au niveau journaliste. Et donc, il n'y a pas beaucoup de retours pour le moment sur la manière dont cette moto fonctionne. Par contre, ce n'est pas du tout le cas de la Trident 660, qui elle a été essayée à Tenerife, avec des retours assez extraordinaires sur la qualité de cette moto. Là, c'est une autre histoire, c'est un vrai succès. Ah, là, c'est la folie. On n'a plus de moto disponible avant juillet. Ah bon. On avait fait une grosse précommande et tout est déjà vendu.
D'accord. Alors, c'est quoi comme style de motard? C'est des nouveaux venus ou bien c'est des gens qui se disent, tiens, je prends un truc un peu moins puissant ou... Oui, bah, forcément, bah, elle est éligible en permis A2, donc elle touche déjà un public de personnes qui commencent. On a vendu pas mal à des dames aussi. Ah oui, d'accord. Oui, Bonne nouvelle, ça. oui, oui. Et un public un peu plus jeune que pour le C'est reste ça. de la gamme, Oui, quoi. ouais, tout à fait. Puis on a aussi une entrée de prix qui permet d'entrer dans la famille Triomphe de manière assez agressive, hein. Voilà, donc on est vraiment très bien au niveau prix par rapport à la Ouais. concurrence et on a, je pense, une machine vraiment, vraiment très belle, très homogène. Ouais. Donc, Moi, je te propose de découvrir une de ses concurrentes, parce qu'elle a des concurrentes, hein, et notamment la Yamaha MT-07, qui a été dévoilée il y a quelques jours à Marseille. On part sur la Côte d'Azur découvrir la nouvelle Yamaha MT-07 2021. C'est en France, du côté de Marseille, que Yamaha a décidé de dévoiler sa nouvelle MT-07. Chaque année, la MT-07 fait le bonheur d'environ 20 000 motards en Europe, et évidemment celui de Yamaha. Yamaha qui caracole en tête des ventes de motos, notamment en France, grâce à cette machine. Sa troisième génération se plie aux normes Euro 5, sans véritable audace pour préserver ses appréciés fondamentaux, un moteur rigolo, une partie cycle joueuse, un prix pas déprimant, soit un vrai vaccin anti-morosité. Lancée en 2014 et améliorée en 2018, la MT-07 évolue de nouveau en douceur à la faveur des normes Euro 5. Nouvel habillage cyclopique, guidon et disques de frein plus généreux et instrumentation monochrome, chippée à la dernière génération dans la Tracer 700, sa variante routière. C'est tout? Bah oui, ça suffit? Bah on va voir. Cette question renvoie en réalité au problème auquel est confronté Yamaha avec son roadster poule aux œufs d'or. En effet, comment faire évoluer la MT-07, ce best-seller adulé, pour son maniement intuitif et pour son joyeux bicylindre, sans risquer de tout perdre? Trop de changements peuvent lui faire quitter sa zone d'excellence, tout en nécessitant des investissements conséquents. Double peine donc pour Yamaha. A l'inverse, la laisser dans son jus l'expose à une inévitable lassitude, ainsi qu'à la férocité de la concurrence. La Z650 l'attend littéralement au tournant avec son super train avant, tandis que la Trident 660 débarque avec de grosses ambitions. Le guidon de la Yamaha est relevé de 12 mm, reculé de 10, mais surtout élargi de 30 mm pour améliorer encore la maniabilité. Quiconque a déjà testé la MT-07 objectera que ce roadster n'en manquait déjà pas. Entre son poids plume et son faible empattement de 1400 mm, la Yamaha est au contraire d'une réactivité diabolique. Une manière astucieuse de compenser les 2 kg supplémentaires imputés à sa mise aux normes Euro 5. 184 kg contre 182 pour le modèle précédent. Cet élargissement perceptible ouvre les épaules et donne de l'espace au poste de conduite, souvent jugé étriqué. Bonne chose pour les grands, mais les plus petits préféreront peut-être l'ancien modèle qui écartait un peu moins les bras. Tous continueront cependant de saluer sa compacité. La MT-07 est sacrément courte, agréablement basse et incroyablement fine entre les cuisses. Le repli des jambes est prononcé, tandis que la selle est chichement rembourrée, le confort en pâtit au-delà de 100 à 150 km de trajet. Le mollet droit vient aussi buter sur un carter d'embrayage un peu proéminent. Mais, pourtant, impossible de ne pas s'amuser à son guidon. Son châssis sain, son poids plume et son équilibre réussi permettent de toujours garder le contrôle et le sourire. Hyper alerte mais stable, cette moto se place et se replace d'un battement de cils sans jamais inquiéter. Mais l'atout maître de la MT-07 tient à son moteur, un bicylindre parallèle de 689 cm3 qui mérite une place au panthéon des moteurs d'exception. Les normes Euro 5 n'ont en rien édulcoré sa patate jubilatoire ni dégradé ses bonnes manières. Bien élevée mais diablement réactive, la MT-07 accélère avec une vélocité déconcertante, laissant sur place toutes les idées reçues sur les motos de faible puissance. Au chapitre des défauts, citons une boîte à la sélection accrocheuse qui impose des ordres précis et s'accommode modérément des passages à la volée. Défaut qui, paraît-il, s'atténue après un bon rodage.
Quand un constructeur possède dans sa gamme la star du marché, il joue à la roulette russe s'il la renouvelle profondément. Alors, pour sa MT-07 version 3, Yamaha a joué d'audace avec la face avant et de prudence, avec la technique, de quoi rafraîchir la moto en maîtrisant les coups. Le moteur passe les normes en souffrant un minimum, la partie cycle s'améliore un peu sans changer les fondamentaux et le prix gonfle dans une limite acceptable, de quoi sans doute conserver le trône. Voilà Michel, une MT-07 qui tient à ses promesses parce que c'est une machine à gros succès chez Yamaha aussi. Ils n'ont pas vraiment revu leur copie. Je crois qu'on a un peu peur quand on a un tel succès avec une machine de la changer complètement, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs de la Trident qui elle est un tout nouveau concept qui envahit le marché. Une autre nouveauté chez Triumph, c'est la 850 Sport. Qui vient un petit peu juste en dessous de la Tiger en fait, c'est un positionnement un peu bizarre mais plus routier qu'off-road. Oui, en fait, ils nous ont fait une machine un peu plus concurrentielle au niveau prix. Ils ont gardé tout ce qu'il y avait de bien sur la machine, mais ils ont supprimé le superflu. D'accord. Donc on n'a plus le grand écran TFT, des aides à la conduite plus restreintes. D'accord. Mais en gardant quand même une finition. Donc on a un look un peu off-road, on a un look un peu trail, sur une moto qui finalement a une destination routière, mais avec un prix super agressif, parce que là on est à... On est à 11 000 et quelques. C'est ça, donc pour un 850 avec un 3 cylindres, c'est quand même vachement bien positionné. Bon, toutes ces machines, évidemment, ça réclame quand même de l'entretien, même si les espaces et les intervalles d'entretien s'allongent. Pour ça, tu as besoin d'une grosse équipe qui, elle, travaille en arrière-plan. C'est ton équipe de mécaniciens. Combien de mécaniciens as-tu ici? 4. D'accord. Quelle est leur filière en général? On a Jean-Marc qui est le chef d'atelier, oui, qui est ici depuis plus de 10 ans, qui chapeaute les 3 autres mécaniciens. On a un mécanicien qui vient de l'automobile et 2 mécaniciens qui ont fait la filière de Francorchamps Campus. D'accord. Et alors, bon, ça c'est vachement intéressant parce que tu vas voir on va en reparler du campus. Quand ils sont arrivés, ils avaient la bonne base? Si, enfin, je veux dire, ils étaient là pour apprendre, bien entendu. Ouais. Mais une chose qui est bien, c'est que dans cette filière, on a affaire à des passionnés. Oui. Et Des quand on est passionné, on a déjà envie. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que forcément, quand on arrive dans une concession qui est dédiée à des marques, il faut évidemment apprendre à travailler sur les motos de la marque avec des process particuliers. Mais bon, ça, je crois qu'il y a des stages qui sont distillés aux mécaniciens. Et ça, ce sont des stages qui sont spécialisés aux marques. Exactement. Oui. Pour chaque marque, chaque année, il y a différents cours pour se mettre à jour, pour les nouveaux modèles, pour le nouveau matériel, etc. Écoute, je suis allé au campus, moi, il y a quelques jours, et je suis allé découvrir un peu cette filière. Donc, si la mécanique moto vous passionne, si l'envie d'en faire une carrière est dans un coin de votre tête, je vous propose de regarder ce reportage. Nous partons à Francorchamps, au campus automobile. C'est au centre du plus beau circuit du monde qu'est niché le campus de formation de Spa-Francorchamps. Son directeur Jean-Michel Pirlot nous le présente. Jean-Michel Pirlot, bonjour. C'est quoi le campus automobile? Alors Thierry, je t'arrête tout de suite, parce que depuis 2019, il faut parler de Technifutur Campus Francorchamps. En effet, les ASBL Campus Francorchamps et Technifutur ont fusionné pour unir leurs forces, pour unir leurs ressources pour nos différents publics. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, Technifutur délivre des formations à la fois pour les demandeurs d'emploi, pour les travailleurs occupés dans les entreprises, mais aussi pour le public enseignement qui vient chercher chez nous des modules spécifiques sur du matériel qu'ils n'ont pas forcément dans leurs écoles. Exemple? Par exemple, dans le cadre du campus Francorchamps et du pôle automobilité, eh bien, ils vont se former sur le véhicule électrique, sur le véhicule à l'hydrogène ou au gaz naturel. C'est des véhicules un peu innovants et toutes les écoles ne sont pas équipées pour pouvoir dispenser ce genre de formation. Votre personnel de formateur, alors en fait, il est issu d'où?
Alors on a des formateurs qui viennent un petit peu de tous les horizons, d'accord, mais ce sont des gens spécifiquement qui sont assez expérimentés, hein, qui ont du vécu, je vais dire, dans les entreprises, que ce soit dans l'automobile, dans les garages moto, mais sur les autres pôles de Technifutur, ça peut être des usineurs, ça peut être des électriciens, et donc les techniques d'apprentissage sont fort proches, je ne vais pas dire du compagnonnage, mais on se comprend, où c'est beaucoup de pratique en atelier et de la théorie. C'est des formations qui sont relativement courtes, on va dire entre 3 mois et 1 an, voire un petit peu plus pour les formations spécifiques, et elles sont confiées à des professionnels du métier. En fait, tu te doutes un peu du pourquoi de ma venue. Je sais qu'il y a une formation moto, une formation mécanique moto qui a lieu ici. J'aurais bien aimé voir un peu la manière dont ça se passe, voir les ateliers, voir aussi évidemment les élèves, et que tu me parles un peu de l'avenir de la mécanique moto, vers quoi on s'oriente, parce que les motos sont maintenant bourrées de technologie et le métier a changé, je crois. Oui, tout à fait. Au fait, le projet de mécanicien moto est né en 2015 sur base de besoins identifiés, notamment avec nos partenaires, dont Educam, où ils se sont rendus compte que la technologie des motos était très spécifique et de plus en plus complexe, et qu'il fallait des formations vraiment spécifiques à la moto et non issues de l'automobile en général. Donc effectivement, depuis 2015, nous dispensons cette formation. C'est une formation que l'on débute très généralement au mois de septembre, et les recrutements sont déjà en cours pour les nouvelles sessions du mois de septembre, et qui va se dispenser en présentiel jusque, disons, fin mars, début avril, période à laquelle les garages sont en demande souvent de stagiaires et de personnel, et à ce moment-là, ils partent pour une période de 3 mois en immersion dans l'entreprise pour parfaire leur formation. Donc sur une durée d'une petite année, sur base de prérequis et avec une grande passion pour le métier de la moto, eh bien, nous pouvons former des professionnels pour soutenir les garages dans leurs besoins en personnel. Ok, combien de stagiaires par session? Alors on prend 8 stagiaires maximum pour l'instant, dans le but de faire vraiment des formations vraiment rapprochées, et que les stagiaires puissent évoluer le mieux possible, puisque au final cette formation est quand même relativement courte, puisqu'elle ne dure pas plus d'1 an au total. Ok, tu me fais visiter? Avec plaisir, on y va? On y va. Super. Alors, Technifutur Campus Francorchamps, ce n'est pas que la moto, mais c'est aussi tout ce qui concerne la mobilité, l'automobile évidemment, les autobus, les autocars, le sport moteur, et une toute nouvelle formation qui va démarrer au mois de septembre pour former des techniciens vélo et vélo électrique. Alors voilà, ici on est au cœur de l'atelier moto. Je vais te présenter Eric Geur, c'est le formateur référent pour cette formation, et il va te parler un peu plus en détail de cette formation. Eric? Eric Geur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'atelier moto, vous êtes le formateur principal ici, c'est vous qui dirigez un peu les opérations. Avant d'aller un peu plus loin dans la manière dont ces gens sont dans l'atelier, sur quoi ils travaillent, quels sont les prérequis pour accéder à ce type de formation? Donc au niveau des prérequis, on essaye de ne pas se formaliser sur des titres, diplômes et autres. Pour un minimum, je dirais, on demande au moins le CESS, mais on fait surtout l'évaluation de ce qu'ils ont appris peut-être par eux-mêmes, un peu en fonction de leur parcours, de leur connaissance, de leur relation. Est-ce que la passion est importante? Elle est nécessaire, c'est le point de départ. Je crois. Ouais. C'est un métier de passionné. Alors en fait, ici, il y a combien de stagiaires maximum? On prend un groupe de 8 stagiaires. On travaille avec 8 stagiaires pour qu'il y ait de la place disponible pour tout le monde à l'atelier. Okay. Étape par étape, de manière synthétique, on commence par quoi? On commence par les bases, puisqu'on essaye d'amener du 109, donc il n'y a pas, vu qu'il y a de grandes disparités entre les personnes, on commence vraiment par les bases de mécanique. D'accord. À la fois théorique et à la fois pratique, à l'atelier, et puis on évolue au fur et à mesure sur les procédures d'entretien et de maintenance de la moto. D'accord. Alors bon, on est évidemment, la moto est quelque chose de passionnel, on le sait. Il y a tout un côté vintage dans la moto qui existe, où là on travaille sur des mécaniques entre guillemets anciennes, mais la moto maintenant c'est aussi des choses très modernes, avec beaucoup d'électronique. Comment sont formés les jeunes à ce niveau-là?
en partant le plus possible de la pratique. Donc on travaille sur toutes sortes de motos ici, des anciennes. Vous en avez vu tout au long de la visite. Ici, il y a des motos qui ont 30 ans, mais il y a des motos qui ont 2-3 ans aussi. Et donc on essaye de passer de l'une à l'autre et de compléter la formation mécanique par la formation finalement électrotechnique d'aujourd'hui. C'est ça, donc le diagnostic électronique, c'est quelque chose qui va faire partie de leur acquis. D'accord. En tout cas d'être initié à cette... Alors bon, évidemment, on est en 2021. La moto électrique a fait son apparition. Est-ce qu'ils sont aussi, entre guillemets, formés à ça? Est-ce qu'il y a vraiment une formation sur la mécanique moto électrique? On insère depuis maintenant 3 ans dans la formation, évidemment il y a l'électricité, ça c'est sûr, ça fait partie du cursus, mais on insère depuis 3 ans dans la formation une certification qu'on appelle HEVA, qui prépare justement les techniciens à travailler sur ces véhicules un peu particuliers. Donc ils sont initiés, ils découvrent les spécificités de ces techniques-là. Alors bon, à partir du moment où la filière ici et où le cursus est terminé, je crois qu'ils partent en stage. Et par expérience, vous pouvez me dire quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont engagés à la fin de ces stages? On peut dire qu'en général, dans l'année qui suit la fin de la formation et des stages, on a en moyenne 50% du groupe qui est engagé réellement. Et puis, au fur et à mesure, ça se complète encore un peu. D'accord. Alors bon, là-dedans, il y a des gens qui vont faire une carrière de mécanicien moto. Est-ce qu'il y en a qui se sont mis à leur compte? Oui, justement, on a un stagiaire qui s'est mis à son compte ici en janvier. D'accord. Avec la représentation d'ailleurs d'une marque chinoise. Donc c'est aussi de la nouveauté dans le domaine. Ils sont de plus en plus présents. C'est une fierté ça quand même de se dire qu'on a pris un jeune et qu'on l'a amené jusqu'à créer sa boîte. Donc c'est pas mal ça. Donc en fait c'est une filière qui est vraiment ouverte à pas mal de possibilités. Alors le sport maintenant, le sport moteur, le sport moto est quelque chose d'un peu compliqué en Belgique, il n'y a pas vraiment de championnat. Est-ce qu'il y a des gens qui se destinent un peu à ça? On a un représentant évidemment incroyable qui est le mécanicien de Valentino Rossi, qui est Bernard Ancio. Est-ce qu'ils le connaissent? Il fait des envieux? Oui, disons que par le passé, on était vraiment plutôt axé sur la compétition. Maintenant, on a quand même plus orienté la formation sur la mécanique traditionnelle, parce qu'il y a une demande du secteur et parce que, comme vous le dites, la compétition en Belgique, ça reste quand même vraiment une niche. Mais il y a toujours, dans la formation, il y a toujours un qui a cette envie. Sa petite envie, sa petite flamme dans les yeux par rapport à la compétition, oui, bien sûr. Alors bon, on parle de tout un pan professionnel. Est-ce que maintenant il y a juste des passionnés qui viennent se former? Si moi maintenant je ne rentre pas dans un cursus de jeune, j'ai envie de venir suivre un cours chez vous, est-ce que c'est possible? C'est pas impossible. D'ailleurs, l'âge n'est pas du tout un obstacle. Et chaque année, j'ai des personnes d'âge très différents. Je vais dire de 19 à 50, 55 ans, c'est possible. Mais on a quand même pour priorité la mise à l'emploi. On est bien d'accord. C'est quand même l'objectif. Ouais. Et on doit sélectionner 8 personnes. Donc, parfois, c'est vrai qu'on aurait envie de dire viens avec nous. Mais on ne peut pas toujours le faire. On doit privilégier les gens pour l'emploi. Mais c'est possible. C'est possible. Ok, Eric, merci. On va faire un petit tour. Et puis, vous allez m'expliquer un peu les différents postes sur lesquels on peut travailler. Et puis, on va essayer de rencontrer peut-être un élève ou l'autre qui nous expliquera un petit peu son parcours. Voilà, je vais vous présenter un petit peu les activités que les étudiants sont en train de faire pour l'instant. Donc ici, on est sur un travail sur une moto assez ancienne déjà, une trentaine d'années. Et ils sont en train de faire une révision complète du problème habituel sur ce genre de moto, les carburateurs, nettoyage, réglage, etc. Ces deux-ci travaillent sur une moto beaucoup plus récente. Donc on est sur une moto qui a 3-4 ans, nouvelle technologie. On voit qu'ils ont installé un appareil diagnostique sur cette moto et qu'ils sont en train de prendre certaines mesures sur les paramètres de la moto. Donc on est vraiment là dans la nouvelle technologie. Nous parlions de compétition tout à l'heure. Ceci, c'est une moto qui en fait est destinée au circuit. Une ancienne moto de 400 cm3, assez typique. Et ils sont en train de réinstaller tous les systèmes, de réviser complètement la moto pour pouvoir lui permettre de rouler une future saison. Alors ici, un cas un peu particulier, un petit prototype, petite moto, petite cylindrée, mais beaucoup d'adaptations, beaucoup de choses à mettre ensemble qui normalement ne sont pas trop prévues pour mettre ensemble, ça fait beaucoup réfléchir. Et alors ici, un travail de révision moteur complet. Donc il est en train de faire un remontage de sa culasse, mesure de jeu de soupape, calage d'arbre à cam, etc. Bonjour Martin, dis-moi, quelle est ta filière? Quel est ton parcours? Je suis en mécanique moto ici au campus de Spa-Francorchamps. Mon parcours,
Je ne viens pas du monde de la mécanique, mais j'ai toujours été intéressé par le monde de la moto et la mécanique fine, je vais dire ça comme ça. Et, sans indiscrétion, quel est ton âge? moi j'ai 30 ans. Oui, moi à la base je viens du vélo, j'aime le vélo depuis toujours et puis il n'y a pas longtemps je me suis fait plaisir, je me suis pris ma première moto et forcément je me suis retrouvé à travailler dessus. Et j'ai réalisé quand je travaillais dessus que j'aimais bien ça et que je pouvais faire ça toute la journée sans que ça me pose vraiment de problème. En fait, j'aimais bien ça. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire ma profession. De manière un peu chronologique, tu as donc posé une candidature pour être accepté ici? Oui, c'est ça. En fait, j'ai vu, j'avais recherché après une formation technique, je vais dire ça comme ça, dans le monde de la mécanique. Et j'avais vu le forum proposait ici dans un centre Technique Futur une formation en mécanique moto. Moi j'aimerais bien trouver un emploi et travailler dans un garage en fait, dans une concession qui vend plusieurs marques. Oui. En fait, on est, d'après ce que j'ai pu comprendre, plus ou moins en fin de cursus. Vous allez bientôt rentrer en stage, je crois. Oui, c'est ça, il nous reste 2 mois avant de commencer nos stages en fait, en entreprise. Et tu sais déjà où tu vas aller? Dans mon cas, oui, je sais déjà. J'ai été postulé dans plusieurs concessions qui m'intéressaient. D'accord. Et j'ai été repris. Donc, Écoute, je vais te laisser aller bosser parce que je ne voudrais pas te mettre en retard. Merci en tout cas. Merci. Ciao. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors dis-moi, explique-moi un peu ton parcours. Alors moi j'ai commencé sur des petites 50 style DAX, etc. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à 15 ans sur mon premier DAX. Et ensuite j'ai été sur Derby et franchement la mécanique me passionne parce que mon père était aussi mécanicien, enfin à ses heures perdues et c'est passionné voilà. Sur une Alpine à 310 pas que j'étais, donc c'est de la belle mécanique, j'ai appris un petit peu avec lui. Et au fur et à mesure du temps j'ai appris tout seul. D'accord. Après je me suis dit pourquoi pas faire un métier de ça, une D'accord, passion. tu peux savoir ton âge? Moi j'ai 20 ans. D'accord. J'ai 20 ans. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement ici? Ici, c'est l'ambiance. Eric est super génial comme formateur. C'est vraiment une source infinie de connaissances. On apprend beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Il y a plein de choses à apprendre de lui, apprendre même des autres formateurs ou même des collègues. Donc, voilà. Et donc tu as appris des choses évidemment pratiques, mais aussi théoriques, j'imagine. Oui, beaucoup de théorie, beaucoup de théorie. J'étais plus sur la pratique, moi, en venant ici. Parce que théorie, je ne connaissais pas grand chose. Avec Eric, avec l'aide d'Eric, on apprend beaucoup de choses sur la théorie moto, même hors de la moto. Donc, par exemple, usinage, etc. On apprend beaucoup de choses. Ok. Et la partie nouvelle technologie, ça, tu aimes aussi? Oui. J'aime bien. Mais là, on va commencer à apprendre la nouvelle technologie. Donc, on n'est pas encore... Donc tous les systèmes électroniques, et d'accord. Les machines qui servent à analyser et la moto électrique, les nouvelles technologies, vraiment les nouvelles technologies. Pour moi, ça manque de son. Voilà, ça manque de vibration, ça manque de vie. Ça, c'est... Mais je pense que quand on a été vacciné à l'Alpine 110... Oui, à l'essence, c'est difficile de... C'est difficile de passer le pas, je peux te comprendre. C'est ça, écoute, c'est ça. bientôt la fin du stage ici et le stage en entreprise. Et donc, toi, personnellement, tu veux travailler dans le secteur de la moto? Oui, ça c'est indéniable. C'est vraiment un secteur qui me passionne, même la mentalité dans ce secteur-là, c'est autre chose qu'autre part, on retrouve ça nulle part d'autre. D'accord. Ok, parfait Arthur. Écoute, je te souhaite bonne chance, courage surtout pour terminer ton stage et puis avoir une longue carrière dans la moto. On aura peut-être l'occasion de se recroiser un de ces jours. Allez, salut. Très bien, merci. Et voilà, vous avez pu faire la visite de notre atelier, de notre lieu de développement à tous ici avec les stagiaires. C'est toujours de belles histoires entre les personnes, on a vraiment des chouettes souvenirs. Une anecdote parmi d'autres, stagiaire, rêve d'enfant, devenir mécanicien à haut niveau dans le domaine du motocross. Il a suivi un cursus, un apprentissage, il a fait une formation avec nous dans la section compétition. Il s'est perfectionné en anglais et il y a à peu près maintenant 3 ans, il est manager technique pour un team au championnat du monde de motocross. C'est vraiment très chouette de pouvoir vivre ça et d'avoir des retours sur cette histoire. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph, KTM et Gaz de référence.
Dans un tout nouveau showroom, venez découvrir les gammes complètes dans ces 3 marques. Vous serez accueillis par des spécialistes qui seront vous guider dans le choix de vos motos et de leurs accessoires. Chez Hot Motorbike, toutes les machines sont à l'essai sur rendez-vous. Hot Motorbike est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18 h, le samedi jusqu'à 17 h. Dans l'atelier, 4 mécaniciens de haut niveau sont là pour préparer et prendre soin de vos motos. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Michel, on a évoqué tout à l'heure la gamme Gaz-Gaz, qui est une nouvelle venue dans la concession. Nouvelle couleur, ça change un peu. Quelles sont, à ton avis, les différences les plus flagrantes entre une gamme KTM qui est finalement très complète et une gamme Gaz-Gaz? On est plus dans le 2 temps chez Gaz-Gaz? Non, non, non. En fait, on a une gamme 2 temps, une gamme 4 temps, comme chez KTM. On a juste le trial en plus. Tu pratiques un peu le trial? Oui, j'ai commencé par là, tout jeune. D'accord. Et maintenant, encore un petit peu? Tu vas y revenir peut-être maintenant qu'il y a du trial à la maison? Je vais essayer. Je vais essayer de trouver le temps plutôt. Ouais. Bon, bah, c'est une gamme évidemment bien complète chez Gaz-Gaz aussi. Je te propose de la découvrir par le biais d'un de ses plus grands représentants actuels en Belgique. C'est Maxime Mathy, qui a été champion de Belgique en 2020 en trial. On va le retrouver à Angy, qui est son terrain de jeu, son terrain d'entraînement, faire un peu connaissance avec le clan Mathy, parce que les Mathy, c'est une longue histoire d'amour avec le trial. Et en même temps, on va découvrir un peu la gamme Gaz-Gaz en général. On part à Angy voir un acrobate. C'est parti. Salut Thomas. Salut Thierry. Tu vas bien? Très bien et toi? Très bien, merci. Alors les voilà enfin, c'est Gaz-Gaz. Donc Gaz-Gaz est rentré sous l'escarcelle KTM. Tout à fait. Ici on est devant la 300, c'est à 2 temps si je ne me trompe. La 300 2 temps effectivement, donc une chouette moto d'enduro, une moto très fun. D'accord. Sur laquelle on a repris des caractéristiques un peu des autres marques du groupe pour faire quelque chose de complètement différent. Donc on part sur un cadre rouge évidemment, des jantes différentes, des jantes Excel, un système de freinage BreakTech qui est une marque bien connue dans le trial, qu'on a décidé de monter sur ces motos d'enduro, c'est une première. Est-ce qu'il y a une base commune par rapport à KTM? Le moteur principalement. D'accord. Il y a quelques petits changements au niveau des carters. L'injection a été retravaillée pour avoir quelque chose d'un peu différent. C'est vraiment une moto abordable. Au niveau des suspensions, la fourche avant, il n'y a pas de grosse différence, mais au niveau de l'amortisseur, on a décidé en fait de travailler avec le système de biellette qu'on utilise un peu comme sur la Husqvarna. Oui. Par contre, la boucle arrière de la moto, elle, vient plutôt de la KTM. Donc c'est vraiment un mix entre les différentes technologies qui existaient déjà sur les deux autres marques. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du réseau, par exemple, les propriétaires d'une Gaz-Gaz vont pouvoir aller chez un concessionnaire KTM et avoir le service? Comment est-ce que ça va fonctionner? Non, on garde vraiment. Donc pour le moment, en Belgique, on a 8 concessionnaires officiels Gaz-Gaz. C'est pas mal déjà. Après un an, c'est pas mal. Ouais, on a pas mal bossé là-dessus. Tous nos concessionnaires donc, vendent, commercialisent et entretiennent les motos de trial, d'enduro et de cross. Oui. Voilà, mais la moto ne peut pas être entretenue chez un concessionnaire KTM. On redirigera toujours de toute façon le client
chez nos concessionnaires gaz officiels. Dans quelques minutes, on va voir Maxime Maty qui est un de vos pilotes officiels, mais il n'y a pas que lui, je crois. Exactement, donc cette année on a signé avec un pilote qui va rouler le championnat de Belgique en enduro en inter, donc c'est Henson Levens. D'accord. Voilà, donc il va rouler sur cette moto-ci, c'est la sienne, okay, exactement, il vient la chercher au bureau demain. D'accord. Voilà, donc on sera aussi présent sur le championnat de Belgique en enduro. On l'était déjà en trial l'année passée avec Maxime, qui reroulera la saison prochaine toujours pour KTM Belgique. En trial, on a également Émile Mathéus, mais qui lui roule pour un concessionnaire. Et en cross, là, c'est un peu différent, ça passe systématiquement par un concessionnaire. Ok. Et pour le moment, il n'y a encore rien d'officiel. D'accord. Moi, ce que je te propose, c'est on va aller à la rencontre de Maxime. Je crois qu'il est en train de s'échauffer un peu physiquement avant de nous montrer un petit peu ce qu'il sait faire. Viens avec moi, on va aller le retrouver. Allez. Salut Maxime. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et vous? T'es chaud déjà? Oui, ok, prêt. T'es prêt? Maxime, champion de Belgique en 2020. Oui. Dans une saison un peu particulière, il faut bien le dire. Oui. On espère que la 2021 va se dérouler autrement, mais rien n'est encore certain. Tu es ici pour nous montrer un petit peu ce que tu sais faire, c'est-à-dire le trial à un niveau inter. Oui. Et donc, moi je suis un petit trialiste du dimanche, je fais de la progression, toi tu fais du franchissement. C'est une différence énorme, c'est pas le même sport je crois. Non. Tu vas nous montrer ça tout à l'heure avec ta nouvelle moto, la moto avec laquelle tu vas courir en 2021 et avec laquelle tu étais champion en 2020. Oui. D'accord. Et c'est la nouvelle? GazGaz GP, 300 cm3. D'accord. Donc c'est le modèle haut de gamme de GazGaz en trial. On a la TXT Racing, un modèle de base. 300 GP, on a quelques petites différences comme la boîte à air, la culasse, la boîte à air carbone, la culasse. D'accord. La fourche Tech 4 réglages, l'amortisseur Rayger 3 voies par rapport à la TXT Racing qui est un no-links simple réglage. Et on a la grosse pince de frein avant BreakTech. Oui. Le gros étrier de frein s'appelle, et la poignée Racing. Ça, ce sont des équipements qui sont des équipements d'origine. Sur la moto, oui. D'accord. Voilà, c'est la différence avec la TXT Racing. Alors chaque pilote a toujours un petit peu ses petites manies. Est-ce que toi, tu as fait des aménagements particuliers sur cette moto? Non, je vais juste régler les suspensions à mon goût. Bien sûr, oui. Suspensions un peu plus, ce qui me paraît logique d'origine. Oui, ok. Pour avoir plus de stabilité dans les gros obstacles aussi, avoir plus de répondants. Et sinon, je règle mon embrayage et j'ai l'habitude de rouler qu'un embrayage assez sec pour que la puissance vienne directement. Ok. Et en carburation, je roule aussi un tout petit peu plus riche que d'habitude. Alors carburation, tu me parles de carburation, c'est un modèle avec carburateur, c'est pas de l'injection. C'est un Cain 28. D'accord. Qui est utilisé depuis très longtemps en trial, qui marche bien. On a aussi le Delorto 26 qui était utilisé à l'époque. Oui. Mais maintenant, toutes les motos ont quasiment le Cain 28. Okay. Donc ça veut dire que moi, si j'ai envie à un moment de m'identifier, parce que je n'ai pas les capacités pour rouler sur ce genre de moto, mais je peux m'acheter cette moto, c'est en fait ta moto. Oui, celle que je vais trouver en concession, ça va être exactement cette moto-là. Ça vaut combien environ? On est sur une base d'environ 7 000 euros. Environ 7 000 euros. Bah pour 7 000 euros, on a une machine de GP en fait. Ouais. Donc on a quand même un rapport prix-plaisir quand même assez exceptionnel. On va te regarder un peu rouler et faire découvrir aux téléspectateurs ce qu'est le trial à ton niveau. C'est une école de maîtrise en fait totale. Quelle est la meilleure qualité de trialiste pour toi? La concentration. D'accord. Pas l'équilibre? Si, mais ça on parle plus de quelque chose de physique dans l'équilibre. Oui. Mais dans le trial, il faut un bon mental et... D'accord. Qu'est-ce que tu travailles le plus? Tu travailles plus justement cette capacité à te concentrer? Moi oui. En tout cas beaucoup la respiration, la concentration, être focalisé sur la course. Moi j'essaye d'avoir que des contacts pendant la journée avec mon papa qui est mon suiveur. Ouais. Lui aussi me canalise par rapport... Qu'on explique un peu le suiveur, qu'est-ce qu'il fait en fait? En fait il est souvent dans l'ombre mais il fait une grosse partie du travail pour le pilote. C'est-à-dire qu'il se met aux bons endroits? Oui, il se met au bon endroit dans la zone. Avant ça, en fait, il contrôle la pression à chaque zone des pneus, avant-arrière. D'accord. Parce qu'avec l'interzone, les pneus, avec la chaleur, gonflent. Et que les motos trial ne sont pas faites pour rouler à une vitesse de 40-50 km/h.
Oui. Donc ça c'est la première chose, vérifier la carburation aussi, parce que pendant la journée avec la pression atmosphérique ça change. Ça peut varier effectivement. Et, se retrouver ou l'altitude. Voilà, l'altitude, se retrouver devant un obstacle et avoir des ratés ou des choses comme ça. Pour ma part c'est dérangeant. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend mon chrono dans la zone aussi, vu qu'on a 2 minutes par section au championnat de Belgique. D'accord. Il place mes roues parce que dans la zone, parfois, je n'ai pas le temps de regarder ma roue arrière où elle se trouve. Donc sur un obstacle, il va se mettre à un endroit bien précis, il va mettre sa main ou va pointer du doigt l'endroit où tu dois taper ta roue. Et en même temps, il va regarder si ma roue arrière est bien placée, si elle est bien dans sa ligne, en me donnant comme ordre 5 à gauche, 10 à droite ou ainsi de suite pour avoir une bonne ligne pour partir avant À l'obstacle. votre niveau, son rôle est indispensable. Oui. Sans On lui, le voit, c'est pas gérable, c'est pas faisable de rouler tout seul dans une catégorie aussi élevée. Ouais, c'est fini ça en fait, c'est fini ce temps-là. Assez parlé. On va quand même aller voir un petit peu ce que tu peux faire. Et donc on est ici à Angy, il y a de tout. On est sur un sol de carrière, il n'a pas plu depuis 2-3 jours, donc c'est plus ou moins sec, mais il y a aussi des gros cailloux. On va voir ça. Là, Mac, bien sur les jambes là, bien sur l'arrière, parfait là. Ouais. Bon Pascal, c'est toi le suiveur, c'est toi le papa et tu veilles sur ton agneau, c'est toi qui lui montres exactement où il faut passer. On vient de voir ici, c'est vachement impressionnant comme obstacle. Oui, ça demande une stratégie très importante. Il faut bien calculer, être bien dans sa tête, ça c'est très important. Oui. Et puis depuis des années, on forme ensemble, depuis plus de 20 ans, une stratégie de course extraordinaire. Cette année-ci, elle a vraiment bien payé, mais c'est une complicité très importante. Je peux imaginer. Préparation. C'est beau entre père et fils. Oui, c'est beau et c'est très rare aussi. Oui, bien sûr. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir aussi un père et un fils comme bien sûr. Ça, c'est important aussi. Oui, tout à fait. Et en fait, quand on voit des obstacles d'une taille pareille, il y a aussi une fameuse... Il faut y croire de passer un truc comme ça. Oui, donc le mental est très important. Le mental est très important. Mais tout ça s'étudie lors du repérage de la section. Et là aussi, Maxime, je l'aide aussi, il vient aussi vers moi, je lui donne mes conseils. Ton expérience mon expérience permet de dire, bon écoute, tu vas l'aborder comme ceci ou comme ça. Ouais, voilà, d'accord. La façon de se présenter devant la pierre, ça c'est une stratégie aussi. Tu as roulé en championnat du monde, toi? J'ai roulé en championnat du monde, j'ai roulé jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai roulé pendant 20 ans en inter, j'ai pris quelques points au mondial quand j'étais jeune. La passion reste toujours la même des années. Tu sais de quoi on parle? Oui. Bon, écoute, on va encore le regarder rouler un peu parce que c'est une belle leçon d'équilibre, de performance moto et de trial en tout cas parce que c'est magnifique à regarder. Merci Pascal. Merci. Ça marche. Et les gars, faites du trial, c'est super bon pour la concentration, la maîtrise, l'attention et surtout pour le bien-être mental et physique. À bientôt sur les routes et dans les zones. Afin de nous remettre de nos émotions, je vous propose de faire un petit tour de l'actu.
Harley-Davidson automatise la conduite en groupe. Un régulateur de vitesse automatique et adaptatif par GPS. Le régulateur de vitesse adaptatif est la nouvelle tendance dans le secteur du deux roues cette année. Ducati l'a introduit avec sa Multistrada V4S, BMW sur sa R1250 RT et KTM vient de le faire sur la 1290 Super Adventure S. Aujourd'hui, Harley va plus loin avec un nouveau document qui détaille un nouveau régulateur adaptatif. Au lieu de s'appuyer sur les radars et capteurs de vitesse de la moto, le système repose en effet sur un signal GPS. L'objectif principal est ici de permettre aux motards de coordonner plus facilement leur vitesse lorsqu'ils roulent en groupe. L'utilisation de régulateurs de vitesse traditionnels pouvant donner lieu à de légères différences d'allure entre les machines qui demandent alors au conducteur d'adapter constamment son régulateur de vitesse, mais aussi de faciliter les changements de position dans le convoi en réduisant les risques. À voir si les bikers seront séduits. Nouveauté Sport GT 2021, Suzuki Hayabusa, le retour du mythe. Sorti en 1999, la Hayabusa avait marqué les esprits de toute une génération de motards sportifs en devenant la première moto de série à atteindre les mythiques 300 km/h. Un mythe aujourd'hui relancé par Suzuki sans déroger au code du modèle originel. Un modèle iconique sans doute voué à une suite plus confidentielle. Et comme lors de son premier lifting, Suzuki n'a surtout pas voulu irriter les fans de la première heure. Le modèle 221 ressemble ainsi trait pour trait au précédent millésime, et ce de façon totalement assumée par la marque. Cette dernière n'hésite d'ailleurs pas à afficher les trois versions sur une même image, où il est presque difficile de déterminer où se situe la nouveauté. Dans ses entrailles, le bond en avant n'est pas non plus significatif, avec un moteur qui est désormais évidemment Euro 5, et qui promet simplement une puissance plus linéaire dès les bas régimes. La puissance maxi est même légèrement inférieure à la version précédente, 190 chevaux contre 197, et même si son 4 cylindres est plus rempli sur l'ensemble de la plage de régime, il permet un chrono identique sur le 400 mètres départ arrêté. Une absence réelle de progrès décevant, mais pour exploser les chronos, il y aurait fallu sans doute un nouveau moteur. Saluons évidemment l'audace de Suzuki de faire revivre un tel mythe sur deux roues. Reste que sa diffusion sera certainement restreinte. Les esprits ont bien changé depuis 20 ans. Soulignons un tarif assez décent compte tenu des performances et de la technologie utilisée, 18 499 €. Un contrôle technique est-il à venir pour les motos et autres deux roues? C'est au niveau des régions que cela va se décider. Joint par téléphone, le porte-parole de l'AWSR, l'agence wallonne de sécurité routière, fait le point pour nous sur l'état actuel de ce dossier. En avril 2014, le Parlement européen a voté une motion pour qu'il y ait un contrôle technique périodique dans les pays de l'Union européenne. Alors on a réfléchi à cette idée, on a fait des études un peu partout en Europe et on s'est rendu compte qu'il y avait moins d'1% des accidents qui étaient dus à un problème mécanique. Dès lors, en Wallonie, on a décidé de ne pas mettre en place un contrôle technique périodique pour les deux roues motorisées. Par contre, on a décidé de le mettre en place pour toutes les ventes de deux roues motorisées, un peu comme c'est le cas pour un Carpass, ou alors, en cas d'accident, si l'assurance constate qu'il y a des dégâts sur la moto, eh bien, il faut la remettre en l'état et puis donc passer ce contrôle technique. Alors ce contrôle technique, il sera effectif pour les motos, même celles qui font moins de 125 cm3. Elle ne le sera pas pour les ancêtres, évidemment. Et puis, ce qu'on doit noter aussi, c'est que l'Europe demandait, s'il n'y avait pas de contrôle technique dans le pays, c'était de mettre des mesures alternatives pour favoriser la sécurité routière. Et la Wallonie met aussi des campagnes de sensibilisation et ça fait partie des mesures alternatives que demande l'Europe. Et donc tout ça, le contrôle technique pour les ventes et pour les accidents, on espère pouvoir mettre ça en place d'ici le 1er janvier 2022. C'est un inquiétant précédent pour les circuits d'entraînement qui vient de se produire en Flandre. Le Conseil d'État vient de casser le permis du Honda Park à Holmen. Que le circuit de cross labourgeois entretienne des relations difficiles avec son voisinage n'étonnera évidemment personne. Depuis de nombreuses années, les tensions sont nombreuses entre les riverains et les exploitants du circuit. Depuis plus de 3 ans, des actions en justice étaient en cours pour tenter d'invalider l'exploitation du circuit. À présent, le Conseil d'État vient de donner raison aux plaignants en estimant que le circuit est tenu de suivre le décret de politique générale de l'environnement.
La ministre flamande de l'Environnement, Zual Demir, n'aura d'autre choix que de retirer le permis délivré au Honda Park. On ne peut exclure à ce stade que ce soit malheureusement une fermeture définitive du tracé limbourgeois. Plus grave encore, cette décision du Conseil d'État crée un précédent préjudiciable à moyen terme pour tous les autres tracés du nord du pays. La décision pourrait en effet faire jurisprudence et s'appliquer aux autres tracés flamands. On se souvient du cas de Lierneux qui l'an dernier avait subi le même sort. Une intervention suivie de Philippe Courard, sénateur, avait débouché sur l'octroi de la région wallonne d'un budget visant à réaliser une vraie étude d'incidence et de trouver des solutions pour satisfaire toutes les parties. On va évidemment essayer de suivre ce dossier dans les prochains mois. C'est dans la toute nouvelle concession de chez Motorenga à La Louvière que les deux grosses nouveautés de l'année chez Ducati ont fait une brève apparition avant leur présentation officielle. On en a donc profité pour aller les voir de près. Ces deux nouvelles Ducati sont la 950 Supersport et la très attendue nouvelle Monster. Cette dernière rompt la longue tradition du cadre treillis qui a fait la réputation de la marque et de ce modèle en le remplaçant par un cadre poutre plus traditionnel. Les premières images n'avaient pas vraiment convaincu et on craignait vraiment que cette Monster ait perdu une partie de son identité. Il n'en est rien et cette nouvelle Monster est bien plus belle en vrai qu'en photo. Quant à la nouvelle Supersport 950, sa ligne et sa finition laissent augurer d'un côté de très belles performances, certainement plus accessibles que les versions Panigale, et d'un autre côté un vrai plaisir à regarder. On se réjouit vraiment de les essayer. Royal Enfield présente sa nouvelle Himalayan version Euro 5. Après l'introduction des nouvelles Meteor, il est maintenant temps de mettre à jour l'Himalayan. La Royal Enfield Himalayan sera disponible en mai prochain, comme la Meteor. Elle est en Euro 5 et sera équipée du Royal Enfield Tripper, ce système de navigation en temps réel virage par virage, construit avec la plateforme Google Maps et relié à votre smartphone via l'appli Royal Enfield. Parmi les autres caractéristiques, citons l'ABS déconnectable sur la roue arrière, les feux de détresse, les selles avant et arrière améliorées, le porte-bagages retouché et le châssis avant révisé pour améliorer la position de conduite générale. Le prix de la moto commence à 5 399 € et cette machine sera très bientôt à l'essai dans Carter et Piston. Lors de sa création il y a plus d'un siècle, alors que de nombreuses routes n'étaient encore que des sentiers de terre, Harley-Davidson rimait avec aventure. C'est ainsi que Harley présente sa nouvelle Pan America, un modèle taillé pour l'aventure destiné aux motards pour qui la moto est un moyen de rallonger ses itinéraires sur route et en dehors des routes. Les modèles Pan America 1250 et Pan America 1250 Special sont équipés du nouveau moteur V-Twin Revolution, 1250 cm3, refroidissement liquide, 152 chevaux, 128 Nm de couple pour un poids contenu de 242 kg. Les modèles Pan America sont équipés de 5 modes de pilotage à commande électronique, de suspension avant et arrière semi-active et d'une innovation industrielle. En effet, la Pan America est équipée de l'adaptative Ride 8, c'est-à-dire un nouveau système de suspension qui permet de passer automatiquement d'une position abaissée à l'arrêt à une hauteur de conduite optimale lorsque la moto est en mouvement. Une excellente nouvelle pour les pilotes de plus petits gabarits. La suspension avant est confiée à une fourche inversée à cartouche Showa et la suspension arrière est également équipée d'un combiné Showa à réservoir piggyback avec une précharge hydraulique réglable. Toutes les fonctions d'instrumentation et d'infodivertissement sont présentées sur un écran tactile TFT de 6 pouces.8. La fonction d'écran tactile est désactivée lorsque la moto est en mouvement, mais le pilote peut utiliser les commandes manuelles pour gérer les nombreuses fonctions de l'affichage à l'écran lorsque la moto est en mouvement. Le système de contrôle de pression des pneus affiche la pression des pneus avant et arrière sur l'écran d'affichage couleur et affiche un indicateur pour alerter le pilote lorsque la pression des pneus est basse ou que celle-ci est en perte de pression. Cette Pan America sera disponible à partir d'un prix d'attaque de 16 495 €, un très bon prix pour une machine qu'il ne tarde d'enfourcher. Constituant une grande partie de la gamme moderne classique de Triumph, la Bonneville évolue encore pour 2021 avec de nombreuses nouveautés, pas seulement esthétiques.
Cette véritable icône, ce nom incontournable de la production motocycliste anglaise. It's Tea Time. La Triumph Bonneville, c'est une icône, c'est un symbole né en 1959 du côté de Hinckley, la moto classique par excellence, avec une classe toute britannique associée à une technologie moderne. Que ce soit la classique et intemporelle Bonneville T120, T120 Black ou T100, l'élégante et contemporaine Street Twin, le cruiser décontracté Bonneville Speedmaster ou encore l'authentique Bonneville Bobber, les différents membres de la famille Bonneville ont bénéficié de mises à jour importantes, en passant évidemment notamment par la norme Euro 5. La Bonneville T120 est ainsi 7 kg plus légère que sa devancière, avec notamment de nouvelles jantes en aluminium, de nouveaux freins Brembo plus performants, un nouveau régulateur de vitesse et un tout nouveau tableau de bord. La Bonneville T100 a vu la puissance de son bicylindre de 900 cc portée à 65 chevaux, ça en fait 10 de plus par rapport au modèle précédent, pour un couple de 80 Nm. Elle s'est aussi allégée de 4 kg, a reçu une nouvelle fourche et de nouveaux freins avant Brembo. Quant à la Street Twin, son millésime 2021 accueille une nouvelle selle Café Racer, de nouvelles roues et une carrosserie revisitée avec détails en aluminium brossé. À noter aussi le lancement d'une édition limitée Goldline, produite à seulement 1000 exemplaires. La Bonneville Speedmaster 2021 reçoit quant à elle une nouvelle fourche Showa 47 mm et un nouveau tableau de bord. Quant au Bobber Bonneville, il dispose désormais d'un nouveau réservoir de 12 litres, de freins Brembo, d'une fourche Showa, d'un tableau de bord redessiné et d'un nouveau carter. En avril, Triumph présentera les nouveautés concernant deux autres modèles de la gamme, les Scrambler 1200 XC, XE et Street Scrambler. Voilà, j'accueille maintenant Nathalie. Nathalie, c'est l'épouse de Michel. Nathalie, bonjour. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Enchantée, très très bien. Oui. Comme elle a dit. Tu es motarde. Oui. Tu as créé, il y a déjà quelques temps maintenant, un groupe qui s'appelle Les Filles à moto. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que des filles à moto. Tu roules avec quoi cette année? Je vais rouler avec la nouvelle Trident 660, entre donc. autres, et puis alors je passerai de temps en temps sur la KTM, la Duke 790. D'accord, ok. J'ai le choix ici, donc c'est ça qui est chouette. Donc, Tu as créé ce groupe-là quand? Il y a déjà, je dirais, 3-4 ans que j'avais commencé, mais vraiment, voilà, quelque chose d'assez intimiste. Oui. Et puis alors, il y a 2 ans, ça a quand même pris assez bien d'ampleur, et notamment sur ton conseil. Donc j'avais créé un groupe plus officiel Filles à moto sur Facebook, sur WhatsApp. Et nous avons commencé, je dirais, à une petite dizaine de membres, oui, voilà, très, très, très petits. Et ici, j'ai regardé ce matin, on est à 143 personnes inscrites. Combien? 143. Bah, dis donc. Et que des filles, fatalement. Je je n'invite pas les garçons. Ah bah oui, j'imagine bien. Il y en a qui font des demandes, mais bon, non. Ouais, voilà, mais c'est et il y a eu un événement l'an dernier qui était le World Women Relay, qui avait évidemment donné un coup de boost au côté féminin à moto. Parce que je veux dire, voilà, il y a des filles qui sont membres. On a notamment une fille qui vit au Brésil et qui fait des vidéos terribles, qui fait de l'enduro, qui nous envoie plein de bonnes choses et qui nous dit ah, venez me retrouver, on fera quelque chose de chouette entre filles. Le final du WRWR l'an passé en février, ça a vraiment été le gros mouvement. Donc on est parti d'ici, de Belgique, tout un groupe de filles à moto. On est allé sur Londres, on a pris le bateau avec nos motos, enfin voilà. Et on a fait le final, on a retrouvé une centaine de filles du monde entier. Et ça a été vraiment super chouette. Ah ouais, ça c'est bien. Surtout que voilà, 15 jours après notre tour, c'était le blackout total. Donc c'était chouette. La saison va redémarrer. Oui. Tu as prévu quoi comme sortie? C'est quoi le rythme? Mais en fait, le rythme maintenant, parce qu'on a vraiment, dans mon groupe Via Moto, ben voilà, j'ai vraiment une bande de filles super, et alors il y a dedans, un groupe comme d'habitude. Il y a le petit noyau, comme on dirait dur, il y a dedans une fille qui s'appelle Marianne, d'ailleurs que je salue, et qui est vraiment une passionnée, une rouleuse, et alors elle c'est la Madame Balat, organisatrice hors pair, qui guide, donc c'est toujours elle qui ouvre et moi je ferme. Et alors il y a une émulation
parce que moi j'avais des amis FIA Moto qui ont rencontré d'autres FIA Moto qui ne se connaissaient pas. Et alors hier, par exemple, elles ont fait une première sortie entre elles. Ah oui, déjà. Oui, déjà. Donc on était hier, voilà, pour l'enregistrement, on va le dire, hier on était le 21 février. Oui. On a bénéficié d'une météo évidemment géniale. Donc voilà. Et sinon, on peut voir vos activités sur une page Facebook? Oui, donc on a la page Facebook FIA Moto. Ça s'appelle FIA Moto? Oui, FIA Moto. Ici, voilà. Regardez ici en dessous, FIA Moto. Et alors aussi le petit groupe WhatsApp, donc voilà. Et ce qu'on voudrait bien, donc moi j'aimerais bien qu'on fasse au moins une sortie par mois. Mais ce qui est chouette, c'est que vraiment il y a une totale liberté. Donc sur le groupe, les filles, bah tiens, moi j'ai congé cet après-midi, les filles, allez, je suis de Harzé, je suis de là, je suis de Bastogne. Oui, en fait la plateforme existe et puis chacun y met un peu ses ingrédients, chacun s'arrange comme il veut. Il n'y a pas une obligation de partir tous les dimanches à 10h du matin d'ici. Et alors ça se veut aussi, voilà, quelque chose de récréatif, d'informatif. Donc par exemple, ben, je partage toujours ta page Carter et Piston, je partage le Dakar par exemple. Parce que voilà, je suis vraiment fan de Laia Sanz, j'admire vraiment cette FIA Moto, je me dis 17 participations, 17e ici, 11 participations sans jamais abandonner, chaud, hein. Elle est chouette, elle est souriante, et puis voilà, on parle de toutes les infos qui tournent autour de la moto, pas spécialement non plus adaptées aux filles, quoi. On s'interroge aussi voilà, sur la fermeture du Honda Park à Holmen, de l'avenir de la moto, on a partagé le décès de Joël Robert, enfin voilà. Est-ce que tu participes un peu ici dans la concession, un peu au choix des équipements qui peuvent convenir aux dames? On en a parlé déjà il y a peut-être un an de la difficulté peut-être d'avoir vraiment des équipements pour les dames. Je crois que le mouvement WWR, le Women Relay, a participé peut-être au développement de certaines choses, mais ça reste quand même un peu compliqué. Oui, non, ça c'est vraiment quelque chose voilà, qui me tient particulièrement à cœur, donc, notamment Clément qui a vraiment repris toute la branche KTM, donc, qui lui n'est pas spécialement attiré. Donc voilà, je dis à Clément, si c'est important, il faut des vêtements filles, ou alors chez Triomphe pareil, il y a une gamme. Et je pense que tous les constructeurs, pas seulement les deux marques qu'on représente, ont bien compris l'engouement et l'intérêt. Parce que je dirais que moi qui ai commencé à rouler en moto, à vraiment créer mon petit groupe, je vois vraiment, avant il y avait peut-être une fois sa semaine, une fois par mois une fille qui venait pour chercher une moto. Mais maintenant, tous les week-ends, encore samedi, on a livré 2 motos, quoi, rien qu'à des filles. Donc, c'est un bon signe en fait. Ah oui, c'est super chouette. Et voilà, et je veux dire, on ne stigmatise plus la FIA Moto, quoi. C'est vraiment. J'ai une question, moi, Nathalie, qui me turlupine un peu, qui n'est pas du tout misogyne, mais bon, en général, vous êtes un peu plus petite que les hommes. Oui. Est-ce que dans ce groupe de filles à moto, certaines ont eu des problèmes et ont trouvé des solutions pour descendre un peu les motos? Oui, ça c'est vraiment la question principale d'une fille qui veut commencer de la moto. Bon, maintenant, voilà, il y a les filles, il y a le style des grandes filles qui n'a aucun souci. Mais la majorité des filles, ça c'est toujours, encore samedi, j'ai une dame que j'ai orientée vers les classiques chez Triomphe, qui voilà, est de petite taille, et alors toujours cette peur. Donc je dis, ben, voilà, il faut vraiment avoir une bonne assise sur la moto. Ce qui est très important quand on roule, non problème, c'est quand il faut s'arrêter, mettre le pied à terre. Maintenant, il y a des solutions. Les constructeurs, on peut rabaisser la moto, etc. Et puis, à l'heure, ils ont maintenant une gamme vraiment qui est faite pour la femme. C'est vraiment quelque chose aussi bien chez Triomphe que chez KTM. Et voilà. Ok. En plus du groupe FIA Moto, au sein de la concession, vous organisez une fois par an un grand voyage. Tu t'en occupes? Oui. Et cette année, c'est l'Italie. Tu peux m'en parler un peu? Oui, donc voilà, donc, le voyage, cette année, on part du 18 au 24 septembre. Donc on fait les Marqués, l'Ombrie et les Abruzzi. Et on a trouvé, franchement, ça fait la 2e fois qu'on travaille, enfin c'est même pas du travail, c'est vraiment un réel plaisir avec l'agence d'Alessandro Melan, Dolce Vita Experience. Donc en fait, le principe, c'est les camions, un camion arrive, cherche les motos la semaine avant, elles sont sur des racks, elles ont des couvertures et les équipements moto. Donc on prépare chacun son gros sac d'équipements. Le jour J, on prend l'avion à Bruxelles Airport, très tôt le matin. Et alors cette année, ça va être magique parce que voilà, on atterrit à Rome et nos motos nous attendent déjà à la sortie de Rome. Mais c'est vraiment à la carte. Donc celui qui a envie de partir tout seul part tout seul, celui qui a envie de partir groupé part. Tout le monde a sa trace GPS et fait ce voilà, on fait ce qu'on en veut. À midi, pareil, on s'arrête. Soit on va pique-niquer sous les oliviers, soit on va s'arrêter dans un magnifique petit village italien, ça il leur regorge. Et alors tous les soirs, on se retrouve et Alessandro est là pour faire un débriefing, poser des questions.
autour d'un très bon apéritif. Et puis c'est primo, secondo, dolce, et voilà. Ah oui. Et la soirée. Donc on prend 1 ou 2 kilos sur la semaine. Oui, voilà. Mais c'est très chouette. Et alors, ce que je voulais dire aussi, cette année, on est quand même 21 motos à partir. Et on signale que malheureusement, pour les retardataires, c'est complet. Oui, il n'y a plus moyen. Donc voilà, il faudra attendre l'année prochaine ou voir avec Alessandro s'il y aurait d'autres voyages moto qui restera encore des places. Et alors, ce qui est chouette cette année, on a 5 filles qui viennent. On est 5 filles à rouler seules. Donc, génial, c'est bien. Eh bien, écoute, je crois qu'on aura l'occasion de partager cette expérience ensemble. Ça nous donnera l'occasion d'essayer des grosses rouleuses qui font partie de la gamme KTM ou Triumph. Donc, je te propose de découvrir en fait une moto qui aurait tout à fait sa place dans ce voyage en Italie, qui est en fait la nouvelle KTM Super Adventure 1290S. Elle a été dévoilée à Tenerife il y a quelques jours. On s'envole. Quand le genre hyper trail pousse sa capacité au voyage avec d'autant d'allant et de performance, que reste-t-il au GT? À part un cardan, une selle basse et de la protection pour les pieds. Cette nouvelle KTM Super Adventure 1290S intelligemment remaniée prouve une nouvelle fois que les gros trails routiers lorgnent vers cette catégorie. Pas de risque de confondre cette nouvelle Super Adventure 1290S avec sa petite sœur la 890 Adventure. Si l'air de famille est préservé avec l'ancien modèle, datant de 2015, conservant un gabarit généreux et ce design spécifique propre à la lignée Super Adventure, on distingue suffisamment de changements pour identifier directement ce millésime 2021. De face, ce sera par cette nouvelle optique, cerclée de LED et surmontée d'une bulle plus ciselée. Cette génération dévoile aussi un inédit radar qui sert au régulateur de vitesse adaptatif. Cet accessoire de mesure se remarque immédiatement à la base du phare. Mais c'est davantage sur le côté que la différence visuelle se fait. Le réservoir, en 3 parties, descendant désormais de part et d'autre du bicylindre. Un objectif de recentralisation des masses, porté par un design plus consensuel que celui de la 890 Adventure. Les nouveaux plastiques s'intègrent bien, apportant un air racé à cette KTM, rien de très surprenant en somme. On remarque aussi la nouvelle selle, la large tablette couleur 7 pouces, le commodo gauche très encombré et des roues à bâton qui trahissent une utilisation plus routière que tout terrain pour ce modèle. On se sent bien sur ce modèle, à condition évidemment d'aimer les grosses motos. Et oui, c'est une grosse moto où les grands gabarits se sentiront plus à l'aise que les petits. Il y a des lois physiques évidentes que cette Super Adventure valide. Par rapport au précédent millésime, on se sent davantage dans la moto, accueilli par une selle ferme de prime abord, mais confortable à l'usage. Si de prime abord la très riche allocation d'assistance électronique intimide, dans les faits, elle se gère avec beaucoup d'intuitivité. Tout se passe depuis le commodo gauche et tout se lit sur la large tablette couleur 7 pouces. Une circulation fluide entre les différents menus et la possibilité de régler les modes moteur, rain, street, sport, off-road, plus un mode rallye optionnel. De décider du degré d'intrusion de l'ABS, du contrôle de traction, de profiter que la suspension soit électronique pour les paramétrer selon ses goûts, d'ajuster la précharge d'amortisseur, la compression, etc. Un ordinateur de bord très complet finit de vous accompagner sans jamais vous perdre. Un vrai bon point, comme ce transpondeur qui sert de clé et permet de démarrer comme d'éteindre ces Super Adventure, mais aussi d'ouvrir le réservoir d'essence ou de démonter la selle d'une simple pression sur un bouton. Comme pour toutes les motos modernes, richement dotées en électronique et avec un transpondeur, il est important de veiller à la charge de la batterie de temps en temps. Les démarrages à la poussette n'existent plus désormais. Il faut un minimum de tension pour ne pas rester au bord de la route ou coincé dans son garage. Désormais Euro 5, le bicylindre en V n'a rien perdu de sa puissance, 160 chevaux. S'il n'a pas la souplesse d'un 4 cylindres en ligne, le bloc autrichien accepte de repartir sur le 6e et dernier rapport à partir de 2500 tours. En dessous, ça cogne un peu. Mais c'est bien entre 3 et 7000 qu'il se montre le plus sympa, pas spécialement démonstratif dans ses montées en régime, presque raisonnable en termes de sensations. C'est au moment de jeter un coup d'œil sur le tableau de bord qu'on prend conscience de la santé de l'appareil. Ça va vite, très vite. Adapté au trajet au long cours, ce bicylindre manifeste donc beaucoup de bonne volonté, pas de mauvais caractère, et ce, jusque dans les cycles d'entretien, qui n'interviennent dorénavant plus que tous les 15 000 km. Naturel pour amorcer un virage serré,
Elle tient le cap d'instinct et d'instinct. Elle accepte encore de modifier sa trajectoire, secondée par une électronique qui veille, tapis dans l'ombre, histoire de vous garder en pleine lumière. Dans sa configuration d'origine, cette Super Adventure S n'est pas la mieux adaptée à l'off-road, faute à des pneumatiques à un profil essentiellement routier. En revanche, les différents modes d'assistance gérant à la fois le moteur, les suspensions et le freinage font clairement le boulot, et plus que ça même. En fait, avec d'autres pneus, on pourra s'aventurer bien plus loin que dans les chemins blancs, où ce modèle S s'est par ailleurs très bien comporté. Voilà donc pour l'essai de cette KTM 1290 Adventure S. Nous l'avons trouvée plus polyvalente, plus évidente aussi que le modèle précédent, même si le gabarit de la moto reste imposant. Saluons le niveau atteint par cette électronique, aussi bien dans son efficacité en action que dans la gestion et la circulation au cœur de ces différents paramètres. Un maniement simple et logique, beaucoup devraient d'ailleurs s'en inspirer. Je voudrais vous parler en fait d'un élément incontournable de l'équipement du motard, c'est en fait le casque. Au niveau des casques, évidemment, il y a une multitude de marques, il y a une multitude de choix. On va parler d'une marque particulière qui est la marque Shark, et en fait, on va le faire par l'intermédiaire de son représentant Marc de Tournai, qui va nous présenter le nouveau casque modulaire de chez Shark, et ensuite aussi une petite surprise. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Marc de Tournai, je suis responsable de produits Shark. Je suis ici pour vous présenter le nouveau Shark Levo One GT, tout nouveau modulaire de la gamme. Après Levo One, Levo One 2, Levo One ES, Levo One GT est vraiment la nouvelle coque de chez Shark au niveau des modulaires double homologation. En double homologation, pourquoi? Parce que vous avez évidemment un intégral et un jet. Et ce casque peut être porté aussi bien en intégral qu'en jet parce qu'il a une double homologation. Comme vous le voyez, la visière, quand vous roulez en jet normal, que vous voulez repasser en intégral, la visière se relève automatiquement et on vient refermer le casque. La grosse différence entre les anciens modèles, c'est que nous avons agrandi la fermeture du casque pour qu'elle soit plus facile, moins contraignante, par exemple pour les gens qui auraient des joues un peu fortes et qui écartent le casque au moment de le mettre. Vous voyez comme moi que ça se ferme très facilement. La visière est fournie avec un pinlock, le pinlock bien entendu anti-buée. Vous avez ici un ergot spécial qui vous permet de rouler avec le casque avec la visière légèrement ouverte pour les gens qui aiment avoir de l'air qui rentre sur le visage. Bien entendu, vous avez une ouverture d'air ici devant. Vous avez deux ouvertures ici pour la ventilation complète du casque. Et ce casque est fourni avec une visière, bien entendu, solaire, que vous pouvez régler. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre très légèrement quand vous avez un peu de soleil sur les yeux, et elle devient full, c'est-à-dire qu'elle couvre complètement la vision. Je vous présente l'intérieur. Donc, bien entendu, l'intérieur est façonné en nylon et en bambou. Pourquoi le bambou? Parce que la texture du bambou permet non pas de moins transpirer, mais d'absorber beaucoup plus la transpiration. Bien entendu, l'intérieur entièrement démontable et lavable en machine. L'intérieur est antibactérien, anti-allergique. Vous avez avec le casque toujours fourni deux paires de joues. Pourquoi deux paires de joues? Ce n'est pas une question de taille, de passer par exemple d'un L à un M. C'est une question de morphologie. Si vous avez les joues creuses, si vous avez les joues rondes, le casque peut serrer ou moins serrer. Vous avez une barbe un petit peu plus drue,
Vous n'avez pas de barbe, ça change un petit peu l'usure des mousses, peut altérer plus rapidement. Donc vous avez toujours deux possibilités de mousse, une fine et une un petit peu plus épaisse qui est fournie avec le casque. Le casque démarre à 419 € jusqu'à 449 € qui est le modèle ici. 419 €, vous avez les unis, donc le gris nardo, le gris normal, le noir mat, le noir brillant et le blanc. Au niveau de la fermeture, on ne trouve pas une double boucle, mais bien un multicran, beaucoup plus facile à employer avec des gants. N'oublions pas que c'est un casque de tourisme et non pas un casque de compétition. Bon, bien, Marc de Tournai vous a expliqué en fait les nouvelles caractéristiques de ce nouveau casque modulaire de chez Shark, l'Evo GT. En fait, il a corrigé certaines lacunes qui étaient sur les modèles précédents, lacunes qui en général étaient liées à une mauvaise information à l'utilisateur final, ce qui en fait engendrait une mauvaise utilisation et pouvait donner des petites casses mécaniques parce qu'en fait on utilisait mal le casque ou en fait on le prenait au mauvais endroit pour le manipuler, choses qui sont maintenant réglées avec ce casque qui est un casque intégral et qui peut s'utiliser en jet. Ce casque évidemment bénéficie de l'homologation intégrale et de l'homologation jet. Alors en fait, Shark s'est posé la question de savoir mais qui utilise en fait en général ce genre de casque. Historiquement, ça a été un peu engendré en fait par des besoins de la police qui voulaient avoir un casque qui les protégeait quand ils roulaient, mais avoir la possibilité de garder leur casque sur la tête pour pouvoir effectuer des contrôles d'identité et des contrôles de documents de véhicule, mais ça ne peut pas se faire masquer, il fallait donc avoir quelque chose qui s'ouvre, et donc on a un peu inventé ce concept du casque modulaire. Donc Shark s'est dit, ok, d'accord, on part d'un intégral, on l'ouvre et on le transforme en jet. Le désavantage du jet pour ceux qui aiment rouler en jet, c'est qu'en fait, la protection s'arrête ici et que l'avant du visage est très exposé en cas de chute. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont planché sur le bureau d'études et ils viennent de sortir cet EvoJet. Alors, l'EvoJet, comme vous pouvez le voir, a une partie proéminente, mais qui reste ouverte, en fait, et qui permet d'avoir l'avant du visage protégé en cas de choc avec l'avant du visage. Alors, évidemment, on est dans l'optique inverse, puisqu'ici, on part d'un jet qui peut se transformer en casque intégral. Alors l'idée est séduisante, il faudra faire un choix sur la majorité de l'utilisation qu'on a de son deux roues. Si on est principalement un routier, un sportif touristique qui utilise sa moto pour faire des longs voyages, forcément on aura une meilleure protection globale sur un casque intégral comme ceci, et quand le temps est chaud, quand on arrive en ville quelque part, on l'ouvre et ça devient un jet. Si maintenant on a une utilisation un peu plus urbaine et que le week-end, on va se balader avec les copains et que le rythme s'accélère un peu, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On peut très bien fermer le casque et on a un intégral avec le gros avantage ici, c'est que, vous voyez, on garde une vision très basse puisqu'en fait, la visière, elle, descend jusque pratiquement le bas du casque. Ce casque est aussi homologué en version intégrale et est aussi homologué en version jet. Alors moi, je le trouve vraiment très sympa. Il a une forme, il est moderne et en même temps, je trouve qu'il pourrait très très bien coller avec certains coloris qui sont proposés chez Shark à une utilisation très vintage. Et vous savez quoi? On va faire un petit concours et moi, je vous propose de gagner un EvoJet. Alors c'est très simple. Les questions vont être les suivantes. Vous allez me dire en combien de tailles différentes existe ce casque EvoJet sur le site de chez Shark. Première question. Deuxième question, vous allez me dire en quoi est réalisée la coque de ce casque, quelle est la matière utilisée pour réaliser la coque de ce casque. Deuxième question. Et la troisième, vous allez me dire combien de réponses exactes j'aurai reçues à la clôture de ce concours le 14 mars à minuit. Il y aura un tirage au sort pour désigner le gagnant. Il sera contacté. Il pourra choisir la couleur et la taille de son EvoJet et je me ferai un plaisir de lui remettre dans la prochaine émission. Voilà donc deux nouveautés
chez Shark, ce ne sont pas les seuls. On aura l'occasion de reparler de la marque et de la gamme, parce qu'en fait, on va essayer plusieurs de ces casques pendant l'année, et comme ça, on aura l'occasion de vous faire un compte-rendu sur les impressions, sur le confort, sur la buée, sur la manière dont ce casque vieillit, sur la manière dont ce casque est insonorisé. Enfin voilà, un essai complet à voir dans les mois qui viennent. Mais en attendant, petit concours sur les Vodjet. Allez, à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Riavec. Mon métier, assureur. Plus précisément, courtier en assurance. Ma passion, la moto. Je vous propose donc de nous retrouver tous les mois pour aborder un sujet, l'assurance moto. Ce mois-ci, nous allons aborder le thème de la protection juridique, ou PJ en abrégé. La protection juridique, elle est facultative, mais c'est quand même fortement conseillé. C'est pour moi la seconde garantie qui est nécessaire, on va dire, à votre sécurité. La protection juridique, on va la qualifier de votre ange gardien. Voilà, ce sera le petit Jiminy Cricket, et elle va veiller tout le temps à vos intérêts. Je fais un parallélisme parce que la responsabilité civile que j'ai vue le mois précédent, ce n'est jamais qu'une tirelire, ce n'est jamais que le cochon payeur. La protection juridique, là on va entrer dans le vif du sujet, c'est votre défenseur. Alors, la protection juridique, ici, elle a évolué au fur et à mesure des années, et entre autres, maintenant, on se retrouve avec une liberté de conseil, d'avocat. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel avocat. Aucune compagnie ne peut vous contraindre à prendre l'avocat désigné éventuellement par la susdite compagnie. Vous avez le libre choix, vous avez le libre arbitre au niveau de la personne qui va vous conseiller pour vous défendre dans le cadre d'une affaire. Vous défendre, oui, mais également recourir à vos droits. Parce que dans une protection juridique, il y a deux volets fondamentaux. Deux. Le premier volet, c'est la défense. C'est pouvoir se défendre par rapport à un acte qu'on a commis ou pour quelque chose que vous avez subi. Mais également le recours, parce que vous devez, par ce biais-là, recourir à vos droits pour réclamer une indemnité, pour réclamer un dommage que votre moto a subi, que votre passager a peut-être subi, que vous avez subi dans le cadre d'un événement, d'un accident, tout simplement. Alors, là, qu'est-ce que je peux faire au niveau compagnie en protection juridique? Moi, je donnerai ce petit conseil-là avec ma petite expérience, c'est que votre compagnie de protection juridique, essayez au maximum qu'elle ne soit en rien liée avec votre assureur de responsabilité civile. Ça, c'est un élément important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, l'humain, il est tel qu'il est. Hein. S'il peut éviter de payer, s'il peut éviter d'avoir des déboursements, eh bien, il ira dans la caisse où il va débourser le moins possible. Donc, quand on a deux caisses, il n'y a pas de souci. La caisse de responsabilité civile et la caisse de protection juridique, bien scindées, bien séparées, à ce moment-là, tout va converger vers la protection de vos intérêts. Donc, compagnie soit avec un contrat séparé, ou compagnie de protection juridique dans le même contrat, mais qui sera géré par une entité, on va dire, distincte. Ces produits-là existent et le marché est assez vaste à ce sujet. Certaines personnes me disent « Oui, mais j'ai jamais eu d'accident. Jamais eu d'accident en tort. Je conduis super bien. Donc, moi, j'ai jamais de litige. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une protection juridique? Ben oui, pourquoi? Ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce que j'aurais... Ben, c'est tout simple. Vous savez qu'ici, en Belgique, on est un petit pays. Et le petit pays, avec beaucoup de circulation et beaucoup d'étrangers, ici, de camions, de véhicules qui sont immatriculés dans d'autres pays. Même dans le cadre d'un accident hors droit, vous êtes parfaitement en droit. Par exemple, avec un Espagnol qui vous a refusé la priorité, vous allez vous dire, mais, vous allez me dire,
pas de souci, c'est mon assureur de responsabilité civile qui va s'occuper de défendre mes intérêts. Oui et non. Il faut savoir que dans le cadre des règlements de sinistre, ici, il y a des conventions. Des conventions, je ne vais pas entrer dans le technique, mais des conventions pour que vous puissiez percevoir l'indemnité le plus rapidement possible. Malheureusement, ces conventions sont faites et signées par les compagnies ici opérant sur le marché belge. Or ici, nous sommes avec une compagnie qui est étrangère. Eh bien, votre contrat de protection juridique va mener à bien, ici, pour désigner, pour prendre contact avec la compagnie étrangère, pour qu'on diligente un expert, pour qu'on chiffre votre dommage, et elle va gérer l'ensemble de tout ce processus afin que vous perceviez la juste indemnisation ici du dommage que vous avez subi. On n'est pas tous, je vais dire, tous corrects, je veux dire, quand on roule également. Et de temps à autre, il arrive qu'on est un petit peu avec la poignée qui nous démange. Et malheureusement, au moment où vous avez déclenché la poignée, pas de chance, le petit flash qui vous rappelle, attention, tu as fauté. Bon, quelques jours après, vous recevez éventuellement la négociation, vous recevez une proposition de transaction, mais vous n'êtes pas d'accord. C'est votre droit le plus strict. On est encore dans un pays libre ici. Vous pouvez donc contester. Donc nous sommes face à une contestation pénale. Certaines compagnies, certains contrats prévoient ce principe de contestation. Il est évident aussi que, je vous donne encore un troisième cas, on aime bien son concessionnaire, on est fidèle à sa marque, bien souvent. Que l'on soit en BMW, que l'on soit en Triomphe, Ducati, Yamaha ou Honda, peu importe, on est attaché à son garagiste. Malheureusement, c'est vrai que techniquement maintenant les motos sont de plus en plus fiables, mais il se pourrait que vous ayez des problèmes parce que c'est la moto du lundi, comme on disait avant. La moto du lundi, mais ça ne m'arrange pas, moi, la moto du lundi, parce que ça fait 15 jours qu'elle est dans mon garage, et elle est déjà allée 3 fois chez mon concessionnaire, on ne trouve pas. Et puis finalement, on me dit, ben voilà monsieur, ici, il y aura autant de frais sur votre moto, mais ce n'est pas sur la garantie. Comment c'est pas sur la garantie? S'il y a litige, contestation avec votre garagiste ou le représentant de la marque, l'importateur, une bonne protection juridique également vous servira à ce sujet. Donc la protection juridique n'est pas toujours protection juridique égale avocat. Non, pas du tout. Vous aurez les services de gestionnaires spécialisés, branche par branche, dans le cadre de votre défense. Je vais prendre encore un autre cas, qui est un cas un petit peu plus malheureux, mais très important. Nous sommes des usagers faibles en moto. Il faut le savoir, on n'a pas de carrosserie. Donc, dès le moment où nous tombons, soit seuls, soit avec une tierce partie, il n'y a rien à faire, on peut se faire mal. On abordera le sujet plus tard de l'assurance du conducteur, mais prenons un exemple simple ici, où je reprends mon exemple ici, la voiture me brûle la priorité, je percute ce véhicule et malheureusement je suis blessé, je suis transporté, etc. Vous allez me dire, la compagnie en face de moi est obligée de régler mon indemnité au niveau corporel, au niveau dommage ici corporel. Oui, c'est une obligation, parce que les fondements de la responsabilité civile, c'est d'indemniser les tiers. Donc, moi, je suis tiers. Le problème, c'est qu'on ne dit pas comment on doit vous indemniser. Et c'est là que commencent les ennuis. Je ne suis pas d'accord sur ce que la compagnie me propose. Comment puis-je me défendre? Ah, mais avocat. Non, non, ça ne va pas comme ça. Première chose, une protection juridique, dans ce cadre-là, par exemple, va servir éventuellement à trouver un arrangement à l'amiable avec la partie adverse. Si ça ne s'arrange pas, il va falloir prouver et amener les éléments constitutifs du dossier. C'est votre courtier qui va vous aider à dresser ça. Et votre courtier, ce n'est pas un médecin. Votre courtier n'est pas chirurgien, n'est pas orthopédiste. Il faut faire appel à quelqu'un qui pratique l'art. Ce sera un médecin spécialisé que vous désignerez, tout comme votre avocat, votre conseil,
pour défendre vos intérêts, mais là, vos intérêts médicaux. Voilà la protection juridique, à quoi elle peut servir globalement. Et comme je vous ai dit dans l'émission précédente en responsabilité civile, je vais encore revenir là-dessus. Il y a tarif et tarif. Mais également, faites attention aux capitaux assurés. Il faut savoir que depuis peu de temps, les avocats maintenant sont assujettis à la TVA. Donc on se retrouve dans une situation maintenant où sur toute prestation d'avocat, il y a 21% de plus qu'il n'y avait pas il y a quelques années d'ici. On a également certaines lois qui maintenant imputent à la partie qui perd le procès d'en payer les dépenses. Donc tout ça fait qu'on pourrait se retrouver dans une situation où on aurait choisi un contrat, certes peut-être bon marché, mais arrivé à l'ultime graal d'obtenir l'indemnisation, votre compagnie vous dit, écoutez monsieur ou madame, c'est fini, hein. Dans la manne, il n'y a plus d'argent. Donc moi, j'arrête. Donc il faudrait continuer par vos propres fonds. Ce serait quand même fortement malheureux d'en arriver à ce genre de situation. Donc bien regarder les capitaux ici qui sont mis dans votre police et les limitations, bien regarder les différentes garanties que vous pouvez obtenir en fonction du pénal, en fonction d'un recours contractuel, votre garagiste, en fonction d'un recours contractuel, votre compagnie d'assurance. Tout ça sont des éléments constitutifs et qui vont vous aider, vous et votre courtier, à trouver le produit le plus adéquat possible à votre situation. Si vous avez des renseignements ou des questions, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'indique ici-bas et je vous répondrai le plus rapidement possible. On se retrouve le mois prochain et en attendant, gaffe sur la route. Bon, Nathalie, Michel, merci. Merci de m'avoir accueilli dans cette magnifique concession. C'est un véritable écrin, puis c'est agréable pour travailler dans un bel endroit comme ça. On peut découvrir cette concession de manière virtuelle, parce que je crois que vous avez mis au point un système 3D où en fait on se balade dans la concession, on arrive devant chaque moto, on clique, on a le descriptif. L'adresse s'affiche ici en dessous. Ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc c'est une nouvelle technologie que j'avais vue chez un ami à moi qui est tout à fait dans un autre domaine. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que les personnes de chez eux savaient être dans notre showroom. Oui, c'est ça qui est vraiment génial. Tu m'as montré l'appli. Franchement, c'est vraiment top. Allez faire un tour, vous verrez, vous serez surpris. Et puis en plus, c'est une appli qui se met à jour en fonction des modèles qui arrivent dans la concession. Donc c'est vachement bien foutu et j'imagine appelé à être copié. On aura l'occasion de se revoir tout au long de la saison parce que souvent des motos de test arrivent ici. Donc on vient souvent, on passe dans le coin, on se dit bonjour, on boit un café, on est toujours super accueillis, venez chez Hot. C'est toujours une bonne adresse. Quant à moi, je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain pour le Carter Piston numéro 34. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Facebook. Et comme on dit d'ici là, gaffe sur la route. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait